démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, les amis d'Afrique centrale, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, les amis européens, amis africains et nos amis bien sûr du Canada. Nous tenons à vous dire un grand bonjour aujourd'hui dans cette journée de vendredi 6 octobre 2017 et nous voulons tenir cette conversation à partir de Toronto au Canada. Nous allons nous concentrer sur un seul sujet aujourd'hui, éventuellement la mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Bon, rapidement nous allons tourner la caméra pour vous faire passer d'où nous voulons prendre cette information. Et donc, permettez-moi, je vais rapidement tourner la caméra et voilà. Bon, vous voyez, ici je suis dans le web site du Fonds monétaire international. Comme vous le voyez ici, on nous parle du communiqué de presse, éventuellement de la déclaration de la mission des services du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Et c'est sur ce communiqué que nous allons rapidement monter, éventuellement donner notre opinion sur ce qui a été écrit. Bon, premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que le Fonds monétaire international s'est rendu au Congo-Brazzaville, donc depuis le 25 septembre 2017, donc c'est une mission qui est partie du 25 septembre au 4 octobre 2017. Et donc le communiqué a été publié, si je vois bien ici, le 4 octobre, dans le website du Fonds monétaire international. Donc pour tous ceux qui veulent chercher à lire ce communiqué, ils n'ont qu'à taper www.imf.org/FR. Et donc vous allez dans les parties communiquées, éventuellement vous verrez les communiqués éventuellement de tous les résultats des missions du Fonds monétaire international dans tous les pays qui veulent donc obtenir de l'assistance financière. Bon, ce que nous remarquons ici, c'est que d'ailleurs la mission a trouvé au niveau du Congo-Brazzaville. Quand nous essayons de voir, tout d'abord, la mission s'est félicitée de se rendre au Congo-Brazzaville. Mais seulement, ce qui est très intéressant, hein, quand vous lisez le communiqué, on vous dit la République du Congo fait face à des déséquilibres macroéconomiques très importants. Vous voyez, ça c'est très important. Hein, quand vous lisez, c'est ce que vous allez d'abord retenir. Ça c'est ce que la mission a constaté. Et puis, deuxièmement, il dit sur la base des informations fournies par les autorités. Vous voyez, donc cette mission s'est basée uniquement sur des informations fournies par les autorités de Brazzaville, par les autorités du Congo-Brazzaville. Et à l'issue, en analysant la documentation fournie par les autorités du Congo-Brazzaville, ils se sont donc décidés, selon leurs calculs, leurs estimations, ils se rendent compte que le niveau d'endettement est très élevé. On nous parle quasiment, selon les documents fournis, on parle quasiment en fin juillet, hein, parce que les documents qui ont été fournis, c'est des documents qui datent à partir de fin juillet, et on parle quasiment de 5,329 milliards de francs CFA de dette, vous voyez, et éventuellement, on a essayé d'expliquer pas mal, on nous parle d'un pourcentage d'endettement de 110% du PIB. Mais, ce qui est quand même très intéressant, la mission parle encore, ce chiffre n'inclut ni les dettes litigieuses, ni les arriérés intérieurs accumulés depuis 2014. Donc vous voyez, c'est une façon de dire que la mission n'avait pas ces informations. Quand ils se sont rendus à Brazzaville, ceux qui sont censés leur donner ces informations-là, ils ne l'ont pas fait. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, pour essayer de camoufler cette affaire de la dette congolaise, la mission était juste en train d'évaluer à 110% de l'endettement sur le PIB congolais. Parce que les autres informations, ils n'en avaient pas.
Ça, c'est un autre point. Et puis, on dit, bon, la mission se félicite pour l'engagement et ainsi de suite. Et on nous parle éventuellement des rencontres avec la société civile, pas mal de ce système diplomatique au niveau du Congo, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Démocrates africains, peuple du monde entier, plusieurs Congolais veulent avoir plus d'éclaircissement dans cette affaire de la dette congolaise. Et du fait que ceux qui sont au Congo n'ont pas la capacité de pouvoir aller chercher des informations et à donner au peuple congolais, nous qui vivons dans la diaspora, qui avons donc cette opportunité de faire ces recherches, et donc nous nous donnons un petit temps de chercher ces informations et de les présenter aux Congolais. Donc, à l'heure où nous sommes partis, la mission du Fonds monétaire international va donc redéposer, si vous voulez, son rapport de fin d'émission au niveau du conseil d'administration qui décidera sur la situation du Congo-Brazzaville. Et ce qui est très intéressant, c'est que le conseil d'administration, vous voyez, éventuellement arrivera à décider en fonction du rapport qu'on va leur déposer sur leur table. Et c'est là où plusieurs Congolais se posent la question que nous ne comprenons pas. Comment ça fait-il qu'on va exclure toutes les dettes litigieuses dans le calcul? Comment ça fait-il qu'on ne considère pas les intérêts accumulés jusqu'en 2014? Et c'est cela qui, d'après un certain nombre de Congolais, viennent avec plusieurs chiffres, et un certain nombre des organisations internationales aussi viennent avec plusieurs chiffres, parce que les 110% qu'on nous parle de la dette, de l'endettement sur le PIB du Congo-Brazzaville est uniquement basé sur des données qu'ils ont reçues, les données présentées jusqu'en juillet 2017. Et nous savons qu'il y a eu plusieurs contrats pétroliers qui ont été camouflés, que les autorités du Congo-Brazzaville n'ont jamais voulu présenter à cette mission du Fonds monétaire international qui est arrivée au Congo. Maintenant, nous, on se dit, est-ce que du fait qu'il y a eu tricherie, il y a eu fraude, est-ce que le prêt va être accordé à Sassou Nguesso, à Denis Sassou Nguesso? Maintenant, c'est là où nous allons donc vous donner la question en vous faisant un petit nombre de décryptages. Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, la mission du Fonds monétaire international au niveau du Congo-Brazzaville, on peut le dire, dans cette région d'Afrique centrale, s'est faite, si vous voulez, selon un programme mis en place par le Fonds monétaire international que nous appelons un programme d'assistance technique qui consiste à vouloir aider les pays qui sont dans les besoins pour essayer d'équilibrer leurs problèmes liés à la macroéconomie, à la gestion et aussi à la dette. Vous voyez? Et ce programme, cette mission qui a débuté depuis un certain temps pendant cette année, ça s'appelle la phase numéro 3. La phase numéro 3. Nous nous souvenons de la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est cette phase qui avait permis au Congo-Brazzaville d'être classifié comme un pays PPTE, c'est-à-dire pays pauvre, très endetté, et qui avait donc permis au Congo-Brazzaville de pouvoir bénéficier d'un effacement de la dette on peut dire à plus de 60% de la dette par le Club de Paris et par un certain nombre de partenaires. C'était la phase numéro 2. Donc après un certain nombre d'années, le FMI, dans la gestion macroéconomique du pays, a mis en place ce qu'on appelle des bureaux régionaux qui sont à la charge de pouvoir apporter de l'assistance technique, le support technique à plusieurs pays. Et la plupart du temps, ce sont des pays pauvres, par exemple des pays d'Amérique, des pays d'Amérique du Sud, les pays d'Afrique, un certain nombre de pays européens. Et donc, c'est par ce programme-là que nous allons donc vous parler en ce qui concerne l'Afrique centrale, la zone CEMAC, et c'est par ce programme-là qui avait déjà été établi, ce programme-là, donc a permis au Fonds monétaire international donc de venir dans tous ces pays-là pour essayer d'apporter, de voir l'état macroéconomique et de voir l'état de l'endettement et de voir comment donc le Fonds monétaire international peut apporter son aide
hein, du point de vue financier, son aide du point de vue technique, et aussi, si on peut regarder comment on peut aider les autorités ou ces pays-là à pouvoir former leurs citoyens pour qu'ils essaient de balancer leur budget. Vous voyez? Donc c'est dans le cadre de ce programme-là. Ce n'est pas parce que le Congo en avait besoin, mais c'était déjà préétabli. Hein, parce que, comme le dit, pour ceux qui n'ont pas cette information, et nous qui avons cette possibilité, nous sommes donc allés chercher cette information et nous allons donc vous la présenter. Donc permettez-nous de pouvoir tourner la caméra pour vous parler de ce programme. Bon voilà, chers compatriotes, comme vous le voyez, ça c'est un document que vous pouvez aller chercher dans le website du Fonds monétaire international. Et donc, ce programme-là qui est arrivé dans la plupart des pays, si vous avez vu, le Gabon a reçu un prêt, notamment un prêt qui devait donc permettre aux Gabonais de pouvoir assurer la gestion de la dette à moyen terme. Vous voyez, le Cameroun a eu la même chose, le Tchad a aussi eu la même chose. Et c'est un programme qui est en train de se faire. Donc, pour la zone Afrique centrale, si vous voyez, c'est ce programme qu'on appelle Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale. Donc, ce centre régional d'assistance technique des fonds monétaires, du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale est abrégé AFRITAC, AFRITAC Center. Vous voyez? Et donc, si nous descendons réellement, nous allons donc vous parler de ce programme-là. Et si vous voyez, nous sommes là dans ce programme et comme vous le voyez, c'est un programme qui va donc commencer à partir de novembre 2017 jusqu'en avril 2002. C'est-à-dire les assistances financières qu'on va accorder qu'on va accorder à ces pays-là. Si vous voyez, quand nous essayons de voir dans ce programme, c'est un programme qui a été établi en novembre, l'AFRITAC a été établi en novembre 2007 et le centre de AFRITAC, donc de ce programme qui assure donc la planification, est basé à Libreville au Gabon. Pour tout ce qui veut savoir, donc AFRITAC Center Immeuble Georges, c'est à Libreville au Gabon. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce programme est à sa phase numéro 3, à la phase 3. Donc ça a été déjà préétabli comme ça. Donc l'AFRITAC, c'est un programme mis en place par le Fonds monétaire international qui permet d'apporter l'assistance technique pour des pays, qui leur permet de pouvoir équilibrer leurs problèmes macroéconomiques. Vous voyez? Et donc la mission de AFRITAC s'est passée au Gabon. Ils ont reçu le prêt, ils ont reçu l'assistance sur une période de 3 ans, vous voyez. Et donc, dans cette assistance, il y a ce que nous appelons, le pays lui-même se finance un certain nombre de pourcentages et éventuellement, par le biais du Fonds monétaire international, les partenaires de l'AFRITAC donc, émettent des fonds sous forme de prêts pour essayer d'assister ces pays. Et dans ce programme, il n'y a pas que l'endettement, il y a aussi des formations et des trainings. Mais c'est un programme pour la phase 3, la phase 3, elle est financée à la hauteur de plus de 38 millions de dollars américains, dont les pays membres de la phase 3, de l'AFRITAC, les pays membres financent le programme à la hauteur de 40%. Donc en fait, on parle des cotisations volontaires des États. Mais quand on dit cotisation volontaire, c'est aussi une exigence, vous voyez. Donc cette mission à Brazzaville, le Congo-Brazzaville fait partie de l'AFRITAC, donc de ces pays qu'on a classifiés de la zone Afrique centrale, et donc c'est un programme de l'assistance technique. Ce programme d'assistance est financé pour la phase 3, parce que la phase 3 commence à partir de novembre 2017 jusqu'en avril 2022. Comprenez, chers compatriotes. Et donc, la phase 3, pour le Fonds monétaire international a mis en place un bureau à Libreville depuis 2007, et la phase 3 qui consiste à vouloir essayer d'équilibrer les budgets, les systèmes macroéconomiques de tous ces États,
est financé à la hauteur. Donc, en fait, les équipes qui travaillent pour ce projet sont financées par les pays membres d'abord. Et les pays membres doivent cotiser éventuellement 40% sur les 38 millions de dollars américains. Et le Fonds monétaire international va donc contribuer le reste et avec les partenaires qui assistent à ce programme-là. Maintenant, rapidement, nous allons vous présenter quels sont les pays qui font partie de ce programme de la FITAC. Hein. Si vous le voyez, nous allons donc vous le présenter rapidement pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe dans ce programme-là. Donc, quand vous voyez le programme d'AFRITAC, Centre et quelques organisations régionales, vous voyez que les pays qui sont impliqués ici, dans ce tableau que vous voyez, ce sont le Burundi, qui fait partie, qui est classifié dans la zone monétaire EAC. Vous avez le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, République centrafricaine, le Tchad, et tous ces pays-là sont regroupés au niveau de la BEAC, puisque ces pays-là, ils ont une monnaie commune. Éventuellement, ils font partie de la CEMAC. Mais le Burundi a sa propre monnaie. Si vous voyez Sao Tomé et Principe, et aussi vous voyez la République démocratique du Congo qui fait partie de la zone SADC. Vous voyez, donc vous avez au total quasiment 9 pays qui font partie de ce programme qu'on appelle AFRITEC. Maintenant, quand nous essayons de voir le rectangle, on peut dire en orange, ça fait partie de AFRITEC. Maintenant, quand vous voyez la CEMAC, si vous voyez la CEMAC c'est ce rectangle-là. Et donc, si vous voyez le grand rectangle-là, c'est ce qu'on appelle la CEACC. Vous voyez? Donc, tous ces 9 pays font partie de ce qu'on appelait le programme AFRITAC. Vous voyez, chers amis. Maintenant, ce qui est très important, nous voudrons ici vous présenter les états financiers qui donc, en fait, avant d'abord de présenter les états financiers, nous aimerons vous présenter les relations qui existent entre cette institution mise en place par le Fonds monétaire international, les pays et éventuellement de l'assistance technique du Fonds monétaire international. Ce qui est très important, chers amis, chers compatriotes, comme vous le voyez ici dans cette relation de proximité qui lie tous les pays, vous avez ici les pays, donc éventuellement les pays que nous avions présentés auparavant, et puis nous avons ici le département géographique du Fonds monétaire international. Vous voyez? Donc il y a une collaboration qui existe entre les pays et le département géographique du Fonds monétaire international. Éventuellement, il y a des conseils stratégiques, des besoins d'assistance technique. Donc, les pays ont besoin de l'assistance technique. Éventuellement, le bureau régional géographique ici, donc, envoie donc des conseils stratégiques pour pouvoir aider le pays. Et quand nous essayons de voir la relation qui existe entre les bureaux géographiques du Fonds monétaire international, éventuellement avec le département d'assistance technique du Fonds monétaire international, éventuellement, il y a cet échange-là. Hein, produire des remarques sur des stratégies régionales, vous voyez, chers compatriotes. Éventuellement, le département technique du Fonds monétaire international fournit donc de l'assistance technique au pays. Et donc, ce que vous avez vu à Brazzaville, ceux qui sont venus à Brazzaville, éventuellement, cette commission, hein, si vous voyez, l'équipe conduite par M. Abdul Aziz Wine, vous voyez, il fait partie du département, assistance technique du Fonds monétaire international, ceux donc qui sont venus au pays pour prendre toutes ces informations. Maintenant, en ce qui concerne toute cette affaire, comme nous dit, quel est le tas d'endettement de ces pays de AFRITEC? Bon, on va vous le présenter rapidement. On va vous présenter l'état d'endettement de ces pays de l'AFRITEC. Voilà. Donc, rapidement, nous allons encore tourner la caméra et puis nous allons vous présenter cette affaire-là. Si nous essayons de voir, hein,
la croissance, hein, c'est quand on dit on voit la croissance des pays, c'est-à-dire qu'on va voir le bénéfice de ces pays par rapport à leur PIB, donc produit intérieur brut. On voit les recettes, le revenu ainsi, et on va essayer de voir si ce pays a des surplus budgétaires par rapport à ça. Et donc, quand nous essayons de voir, ici vous avez le Burundi qui est là, vous avez le Cameroun. Le Cameroun, quasiment, si nous essayons de voir, le Burundi est ici et au négatif, donc est déficit. C'est un pays déficitaire, c'est-à-dire par rapport à son PIB, et le taux d'endettement est tellement surélevé, sa production intérieure brute et ses bénéfices ne représentent les bénéfices, on peut dire l'endettement est au-dessus des bénéfices ou des revenus de ces pays. Nous avions le Cameroun en 2017, n'était pas du tout mauvais parce que nous pouvons parler ici quasiment à 5%. Le Congo-Brazzaville est aussi quasiment au négatif, à 0. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Et à 0 parce que l'endettement a carrément dépassé les revenus de ce pays. Éventuellement, vous avez le Gabon qui était quand même à 3. Et ainsi de suite. Ici, vous avez la Guinée équatoriale. Maintenant, si nous essayons de voir le taux d'inflation, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville est quasiment à 3%. Mais non, ce qui est très important, c'est le déficit fiscal moyen. Le Congo-Brazzaville, il est à moins 17,9. Vous voyez, il est ici, là. % sur le PIB. Vous voyez? Et quand nous essayons de voir les soldes extérieurs, quand on parle de soldes extérieurs, on parle ici quasiment des dettes. Vous voyez? Si nous essayons de voir le Congo-Brazzaville, en comparaison avec les autres pays, parce que c'est le Burundi, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé, Principe, le Tchad, éventuellement la CEMAC d'une manière générale, donc ça c'est la moyenne. Si nous essayons de voir le Congo-Brazzaville est quasiment à moins 37,5% sur son PIB. Vous voyez, chers compatriotes. Ça c'est la réalité que nous vous présentons. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qu'on nous fait croire ici, en ce qui concerne le taux d'endettement du Congo-Brazzaville, tous les Congolais se posent la question de savoir est-ce que réellement le Congo-Brazzaville va recevoir un prêt? Oui, chers compatriotes, ils vont recevoir ce prêt. Parce que, comme on vous le dit, ce programme de l'arrivée du Fonds monétaire international à Brazzaville faisait partie déjà d'un programme qu'on appelait Afritech. Et ce programme-là avait été créé en 2017 et le siège de Afritech est à Libreville au Gabon. Donc c'est de l'assistance technique que le Fonds monétaire international donne à tous les pays qui veulent équilibrer leur situation macroéconomique. Vous voyez, chers compatriotes. Donc la phase 3, qui commence donc à partir de novembre 2017 jusqu'en avril 2022, permet donc au pays de pouvoir recevoir des prêts. On évalue, on peut voir combien d'argent nous pouvons encore injecter dans ce pays-là comme prêt pour leur permettre d'essayer de survivre. Et généralement, le prêt qu'on calcule, c'est en fonction de votre demande, en fonction des besoins que vous avez. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas du Congo-Brazzaville? Sassou Nguesso étant déjà au courant, par le biais éventuellement de ses conseillers financiers, que nous savons, des gens comme les Dominique Strauss-Kahn et tout ce système mafieux de la France-Afrique, puisqu'ils savent que l'homme est un bon payeur. Et donc, d'après leurs conseils, qu'est-ce qu'ils font? Sachant déjà que ce programme devait commencer à partir de novembre 2017. Mais bien avant ça, c'est-à-dire que déjà autour de septembre, il y a déjà eu des missions d'évaluation par le bureau régional du Fonds monétaire international, qui passe pour voir les états des finances de chaque pays. Mais sachant déjà que la phase 3 va bientôt commencer, il y aura l'évaluation de tous les états qui vont commencer. Qu'est-ce que lui fait? Il va donc essayer d'endetter le Congo de plus en plus. C'est-à-dire montrer de la documentation qui prouve que le Congo n'a plus rien. Éventuellement, vous avez vu qu'en 2016, ça ne fait pas longtemps que Sassou Nguesso déclarait qu'il avait mis à côté l'argent des générations futures. Cet argent, qu'on nous parlait quasiment de 14 000 milliards de francs CFA qui était la BAC. Ça, c'était en 2016. Donc, on peut dire c'était en mars 2016. Et à ce jour,
ces fonds des générations futures qui avaient été placés à la BEAC a totalement disparu dans toutes les banques au niveau de l'Afrique. Et c'est cela, ça devait donc susciter plusieurs questions. Où est parti cet argent? Éventuellement, Sassou, dans le plan de manipulation, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc déjà creuser un trou. Et comme ça, là, quand l'équipe régionale du Fonds monétaire international arrivera au niveau de Brazzaville, pour essayer de voir un peu l'état financier du Congo-Brazzaville, ils vont se rendre compte que éventuellement, le Congo n'a plus rien. Éventuellement, on essaie là maintenant de vouloir accuser le prix du baril de pétrole, mais tout en sachant que Sassou a toujours misé que sur le pétrole, sur le baril de pétrole. Il n'a jamais été quelqu'un qui a eu une vision économique dans le sens d'essayer de diversifier l'économie du Congo-Brazzaville. Il a toujours misé, tout en sachant que le prix du baril de pétrole va en haut, en bas. Donc, on va essayer d'accuser le prix du baril de pétrole et on profite de ce trou pour pouvoir vider les caisses de l'État. Aujourd'hui, quand le Fonds monétaire international arrive, réellement, on se rend compte que oui, à la BAC, on nous dit, bon, il n'y a plus d'argent, le Congo n'a plus d'argent. Mais non, ce qui est quand même curieux, c'est que le Fonds monétaire international ne se pose pas la question de savoir où est donc parti les 14 milliards de francs CFA, les 14 000 milliards de francs CFA qui se retrouvaient au niveau de la BAC. Bon, on nous fait croire, oui, il y a eu des transactions en Chine avec le blanchiment d'argent, ainsi de suite. Mais en réalité, le compte que le Congo avait en Chine est totalement un compte totalement différent. Parce que le compte que le Congo avait avec la Chine, c'est un compte, on peut dire, virtuel. C'est-à-dire, le compte il est ouvert, les Chinois font semblant de faire des transactions monétaires au niveau de ce compte, mais le Congo lui déverse le pétrole. Donc on peut dire que c'est un compte virtuel qui ne reçoit pas de l'argent à l'intérieur. On peut aussi dire que les comptes qui existent en Chine, ce sont les comptes des leaders de ce système criminel, de ce système pilleur et voleur que Sassou Nguesso a mis en place. Donc tout un dignitaire de ce régime a son compte personnel en Chine. Vous voyez, chers compatriotes. Donc on fait le compte qui existe entre le Congo-Brazzaville et la Chine, on peut dire que c'est un compte virtuel dans le sens où il n'y a pas d'argent qu'on peut voir dans ce compte. L'argent qu'on voit dans les comptes, c'est l'argent qu'on voit dans les comptes des dignitaires de ce système criminel de Sassou Nguesso qui sont dans les banques en Chine. Pourquoi? Parce que dans des transactions pétrolières qui se font entre le Congo et la Chine, il y a des dividendes dans ces transactions qui rentrent dans les comptes personnels de chaque dignitaire de ce régime. Vous voyez? Mais dans le compte du Congo, on ne voit pas de fonds. C'est-à-dire, on dit, nous déversons de l'argent à ce compte, mais en réalité, les Chinois investissent dans ce qu'ils ont appelé des programmes de construction, et que nous avons d'ailleurs intitulé des constructions sur du sable, puisque nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. À la place, le Congo lui déverse le pétrole, mais à la valeur du baril de pétrole. Donc, le Congo a eu à signer plusieurs contrats à cette période, et ce qui s'est arrivé, à l'époque, le baril il était quasiment à 100 dollars le baril. Donc le contrat était à la valeur de ce pétrole à cette époque. Vous voyez? Maintenant il y a eu chute de pétrole, il faut donc rembourser les Chinois à la valeur actuelle du pétrole. Et donc, à la valeur actuelle du pétrole, le baril est plus bas, donc ça veut seulement dire plus de pétrole et moins d'argent. Donc le Congo rentre dans une phase déficitaire. Entre-temps, les réserves qui étaient le cash du Congo, qui se retrouvait au niveau de la BAC, a été carrément allé chercher. On a carrément vidé les caisses. Et où est parti cet argent? C'est là où les Congolais se posent la question. Est-ce que le Fonds monétaire international a cherché à savoir où est parti les réserves liquides qui se retrouvaient au niveau de la BAC? Personne ne cherche à répondre à cette question. Donc voilà pourquoi on dit aux Congolais, Sassou savait que la phase 3 devait arriver. Et la phase 3 devait arriver avec un financement du Fonds monétaire international. Puisque on vous a présenté le document de la phase 3, et donc en ce moment-là, on parle de l'assistance technique qui existe par les conseils d'équilibrage de macroéconomique, de training des responsables de chaque État. Le Fonds monétaire international donc arrive pour évaluer. Et éventuellement, cette mission conduite par M. Abdul Aziz Ouane est une mission qu'on appelle des agents ou des conseillers techniques. Et donc, le rapport qu'eux ils vont faire, c'est par rapport aux données qu'on leur a présentées à Brazzaville. Et donc,
par rapport à ces données, le Fonds monétaire international, donc le conseil d'administration, prendra donc des décisions par rapport à ce rapport. Et donc, le conseil d'administration en ce moment-là n'aura pas d'autre choix que de donner le prêt à Denis Sassou Nguesso. Éventuellement, Sassou Nguesso, avec ses 14 000 milliards, il les a toujours quelque part dans les paradis fiscaux, quelque part dans les bunkers personnels qu'il a construits au Congo, et c'est cela la situation. Et encore, le prêt qu'on va donner, c'est une façon encore d'enfoncer le Congo dans le trou qui ne va jamais aider les Congolais parce que tous les programmes qui seront, parce que ce prêt qu'on va accorder, il y aura éventuellement des coupures budgétaires. Il faut couper dans les services sociaux, dans les services de santé, dans les services éducatifs, dans les trainings, ainsi de suite. Donc, ceux qui vont de plus en plus subir les effets de ce programme de financement, c'est éventuellement la ménagère congolaise, c'est éventuellement les Congolais, mais pas vraiment les dignitaires. Parce que les dignitaires de ce régime, ils ont encore entre leurs mains 14 000 milliards qu'ils ont dans leur poche. En dehors des 14 000 milliards, ils ont de l'argent qui ont été déversés sur des dividendes des barils de pétrole vendus en Chine par des relations de mafia qui existaient entre ceux qui ont signé ce contrat et les dignitaires de ces contrats qui ont essayé de construire, faire quelques travaux de construction au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, à la réponse pour les compatriotes, quand on va vous poser la question, est-ce que Sassou Nguesso va recevoir le prêt du Fonds monétaire international? Oui, on vous a démontré qu'il va bien le recevoir parce que si vous essayez de voir la phase 3 a déjà commencé. Au Gabon, ça a été fait. Au Tchad, ça a été fait. Au Cameroun, ça a été fait. La Guinée équatoriale, je crois que c'était en cours d'évaluation parce que quand on essaie de lire le communiqué, on nous dit pas encore, on nous a encore rien dit. Et là, éventuellement, ils sont arrivés au Congo-Brazzaville. Éventuellement, Sassou va recevoir ce prêt. Sassou va recevoir ce prêt parce que c'est pas parce que Sassou a prouvé que c'était un bon élève. Non, mais ça fait déjà partie d'un programme comme ça de financement. Donc la phase 3 va continuer à poursuivre et il faut rappeler aux Congolais, la phase 3 est financée à 40% par les pays membres parce que le budget de la phase 3 se lève à plus de 38 millions de dollars américains payés par les résidents, payés par les pays membres de la FITAC, de la FITAC. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est cela que on voulait présenter au peuple congolais pour tout ce que les compatriotes nous ont posé. Dites-nous un peu, est-ce que Sassou Nguesso va recevoir le prêt? Éventuellement, on vous l'a démontré, la phase 3. Sassou savait déjà que la phase 3 arrivait et ce qu'il fait, il va donc piocher toutes les réserves pour démontrer, bien sûr, en complicité avec tout ce réseau international et qui le supporte, puisque nous savons, Sassou a eu à financer à 40% la COP 21, tout ce réseau-là, le réseau mafieux qui est là en train d'actisser Sassou, ils savent que Sassou était un bon payeur. Voilà pourquoi les 14 000 milliards que Sassou est allé prendre à la BAC, éventuellement Sassou ne les a pas mangés seul, mais bien sûr, dans tout ce réseau mafieux international, voilà, tout ce monde a pris sa part du gâteau. Voilà pourquoi, peuple congolais, on vous dit, ce n'est que vous-même qui pouvez sauver le Congo. Parce que tant que cet individu est là, le Congo n'ira nulle part. Le Congo va continuer à s'enfoncer dans le trou. Il va avoir le prêt du Fonds monétaire international parce que ça fait partie de la phase 3. Et la phase 3 a été déjà réécrite et ça a commencé à partir de novembre 2017. Éventuellement, nous sommes en octobre, donc ça c'est les périodes d'évaluation. Pour le Congo, c'est arrivé à l'évaluation. Le Cameroun, ça a été fait depuis le mois de septembre. Le Gabon aussi, ça a été fait. La Guinée équatoriale, le Tchad, ainsi de suite. Donc pour le Congo, c'est arrivé, puisque à partir de novembre, on commence donc, les pays de la FITAC vont commencer à recevoir les fonds pour la phase 3 et éventuellement, le Congo va toujours continuer. Donc foncer dans le trou, parce que ces programmes-là ne vont pas aider d'une manière générale le Congo, dans le sens qu'il y a un mauvais gestionnaire qui est là. Et quelqu'un qui n'a aucune vision sur la diversification de l'économie congolaise, quelqu'un qui ne compte que sur des prêts. Vous voyez? Donc voilà pourquoi on vous dit, les 14 000 milliards, Sassou les a. Tout le monde se pose la question, ça fait pas longtemps, il y a quelques jours, les fonctionnaires congolais ont été payés. Mais on nous parle d'un déficit budgétaire, que Sassou n'avait pas d'argent. Où est-ce que Sassou
a eu l'argent pour payer les fonctionnaires congolais? Question. Tout le monde se pose cette question-là. Et la réponse est oui. Sassou, il y a deux raisons. La première, où il est allé piocher l'argent dans les bunkers, éventuellement sur les 14 000 milliards de francs CFA il est allé prendre au niveau de la BAC, qu'il a gardé une bonne partie dans ses bunkers personnels à Oyo ou dans ses bunkers qui se repartit dans tout le Congo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a fait tellement de trafic en Angola, il y avait des rumeurs qui couraient qu'il négociait un prêt de plus de 1 milliard, plus de 2 milliards de dollars à la famille de Eduardo Santos. Est-ce que c'est cela qui a été accordé? Nous ne savons pas. Mais la réalité est que Sassou a encore les 14 000 milliards des réserves des fonds de génération future qui se retrouvaient à la BAC. Et s'il a payé les Congolais, les fonctionnaires congolais à la fin de ce mois, éventuellement, c'est là qu'il est allé piocher cet argent. Mais non, est-ce que le Fonds monétaire international s'est questionné d'où est parti l'argent où Sassou a payé les fonctionnaires congolais? La réponse, chers compatriotes, soyez des hommes intelligents. Vous comprenez comment fonctionne ce monde. Vous comprenez comment fonctionnent les finances. Il y a toujours des balances. Il y a toujours des gens qui sont là pour protéger un certain nombre d'intérêts. Donc, voilà pourquoi on dit aux Congolais. On le dit aux Congolais. Tant que cet homme-là est là, vivant, il est là, vivant, le Congo ira nulle part. Il partira de faillite en faillite en faillite. Et ceux-là qui sont autour de cette sphère de la mafia avec Sassou vont continuer de le protéger, de le garder, de le conserver à cette position-là. Maintenant, c'est à toi de Congolais d'ouvrir les yeux et d'aller sauver ton pays. Vous savez, pour sauver le pays, il n'y a que vous-même les Congolais. Ne comptez sur aucun leader. C'est vous, les jeunes Congolais, qui devez vous lever ensemble pour briser la dictature, pour briser celui qui crée, vous voyez, des parjures judiciaires, celui qui crée des délits pénals, parce que quand quelqu'un vole tout l'argent de tout un État, c'est un délit pénal qui est très sanctionné par la loi. Et on peut même dire, c'est l'atteinte à l'intégrité nationale, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà pourquoi on dit au peuple congolais, aux jeunes Congolais, soyez vigilants et ouvrez grandement les yeux. Voilà un peu le grand message que nous tenons à vous faire passer. Et nous vous disons de passer une bonne journée, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse les femmes congolaises, la jeunesse congolaise, pour que cette jeunesse puisse comprendre que seule la lutte libère. Pour libérer le Congo, il faut forcément que Sassou Nguesso quitte le pouvoir. Pour que Sassou Nguesso, pour qu'on arrive à briser le système PCT, le système Parti Congolais du Travail, ça va passer par la destruction de Denis Sassou Nguesso. Si l'individu Sassou Nguesso n'est pas détruit, la gangrène Parti Congolais du Travail va continuer à infecter le corps qui est le Congo. Éventuellement, ces membres qui sont le peuple congolais vont continuer à pleurer nuit et jour. Parce que cet homme n'apportera aucun changement pour ce pays, parce qu'il a eu tous les moyens pour rendre ce pays un pays émergent. Malheureusement, il ne l'a jamais fait. Que Dieu nous bénisse tous et que la lutte continue. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.